Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Alors, vous avez pris le microscope jusqu'à présent. Là, je vais prendre un petit peu de hauteur. Je vais prendre le drone pour vous parler de la problématique de l'immobilier, dont je ne suis pas un spécialiste. Alors, je sais que quand on appelle un ancien banquier central pour parler d'immobilier, on veut parler de taux d'intérêt et de perspectives, mais c'est structurel ce dont on parle aujourd'hui. Donc, je ne vais vraiment pas parler en tant que banquier central, je vais vous parler plutôt comme un économiste qui n'est pas un spécialiste de l'immobilier, qui est un généraliste en fait, et puis qui regarde ce marché avec une inquiétude qui dépasse le marché immobilier. Le fait est que nous sommes dans une situation économique générale qui est quand même extrêmement vulnérable, extrêmement incertaine, liée à des problèmes géopolitiques, à des problèmes climatiques qui me tiennent beaucoup à cœur. Et bien sûr, l'immobilier intervient dans ce contexte-là. Alors, ce généraliste inquiet que je suis, face à ces défis, conclut en fait que, oui, en général, les petits pas ne vont pas suffire. Il faut qu'on réussisse, qu'on pense, qu'on soit prêt à aller au-delà du cadre habituel de réflexion. Je dis ici, nous avons besoin d'un reset radical. On a besoin vraiment d'une pensée, et ça vaut ici, pourquoi pas, dans ce secteur de l'immobilier. C'est dans cette perspective-là que nous avons créé Enterprise for Society, qui est le centre dont je suis le directeur honoraire et que j'ai créé il y a 4 ans, avec l'idée d'inspirer et d'activer la transition vers une économie résiliente et inclusive et respectueuse des limites planétaires, en faisant le meilleur usage de la technologie. Alors, ça, c'est un peu vous donner le contexte. On a créé ce centre. Il est clair qu'en voyant les défis auxquels notre société sont confrontées et en prenant une perspective qui est la perspective du bien commun. On n'est pas... Et donc, effectivement, nous raisonnons derrière le voile de l'ignorance. Nous ne défendons pas les intérêts privés, les intérêts particuliers. Et c'est un peu sous cette perspective-là que je vais vous parler aujourd'hui, encore une fois en tant qu'observateur externe, avec une certaine hauteur, et que je vais vous proposer des solutions, aussi certaines d'entre elles iconoclastes, que vous prendrez avec une pincée de sel, mais avec cette perspective que, franchement, il faut qu'on aille plus loin que ce qu'on était prêt à faire jusqu'à présent dans bien des domaines, et pourquoi pas aussi dans le domaine de l'immobilier. Alors, ma préoccupation, effectivement, elle est plus sur l'économie en général, la situation en général et l'acceptation par la population de notre système économique, qui nous affaiblit dans la lutte que nous devons mener face à ces défis. La Suisse, c'est évidemment une économie qui est structurellement forte, et Valérie Lemaigre nous a dit que conjoncturellement, ça va pas mal du tout. Structurellement, c'est une économie qui est forte, mais attention, c'est pas donné, c'est pas God-given. Il faut vraiment qu'on se préoccupe de maintenir cette force et de rester à l'avant-plan face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, comme le reste du monde. Et dans ce contexte-là, le soutien populaire à notre système économique, à notre économie telle qu'elle fonctionne, il me semble affaibli par 2 atteintes au pouvoir d'achat. L'une, c'est le logement, et c'est pour ça je vais en parler là dans un moment, et l'autre, c'est la santé, c'est les coûts de l'assurance maladie. Et je crois que ce que je vais lire là, je vais l'illustrer par la slide suivante. Avant de dire ça, il faut résoudre ces problèmes-là sans péjorer ce qui fait la force de notre système économique, et ça devrait être un objectif prioritaire. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de pouvoir d'achat, et on a vraiment l'impression, on parle d'appauvrissement, on parle de tas de circonstances qui semblent dire que les choses ne vont vraiment pas si bien que ça. Et pourtant, si vous regardez le PIB par habitant depuis 1990, alors je n'ai pas le meilleur diagramme ici, parce que j'ai pris dans World in Data, celui de la Banque mondiale, il est en fait corrigé par les coûts de la vie. Donc c'est un indice qui est mesuré par le coût de la vie. Donc on tient compte ici du fait que le coût de la vie est particulièrement élevé en Suisse. Malgré cela, on voit que le PIB par habitant, donc le revenu par habitant, il n'a cessé d'augmenter. Alors ça ne paraît pas être une pente extrêmement forte. Si je ne corrigeais pas, la pente serait beaucoup plus forte. Mais il est à la fois extrêmement élevé par rapport à tout ce qui se passe dans le reste du monde, y compris en termes de pouvoir d'achat. Ce n'est pas qu'on est des malheureux. Et en plus, il a augmenté, donc quand même, entre quelque chose qui était en dessous de 60 000 $. Aujourd'hui, il est à 72 000.
Si vous voyez les chiffres en francs suisses de l'Office fédéral de la statistique, sont bien plus élevés que ça. Mais encore une fois, il y a ces ajustements. Donc on n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais perçu une telle inquiétude de la population face à la situation économique. Et je pense que le coût du logement est évidemment un des éléments déterminants dans cette observation. Effectivement, face à ces chiffres qui sont des chiffres objectifs, il y a des perceptions qui sont néfastes. Ces perceptions, c'est un loyer qui mange une part excessive du revenu, pas pour tout le monde certainement, mais pour une partie importante de la population. C'est donc en fait effectivement un problème de bas revenu avec un sentiment d'injustice qui est perceptible dans la population aujourd'hui. Perception d'une montée des inégalités. De nouveau, si on regarde les chiffres réels, un économiste genevois, Cédric Thiel, a fait l'étude, la Suisse se débrouille très très bien. Il n'y a pas de montée des inégalités massives en Suisse, parce qu'il y a des mécanismes de compensation. Mais la perception, c'est quoi? C'est qu'il y a une montée énorme des inégalités. Donc les perceptions sont importantes, et évidemment, un accès à la propriété qui restreint à quelques privilégiés. Tout ça sont des sentiments qui ne sont pas favorables encore une fois, à un sentiment de soutien de notre système économique. Encore peut-être plus objectif, il y a évidemment une risque de formation de ghettos. C'est clair que si les centres-villes, notamment, ou si des parties de la ville sont inaccessibles à une partie de la population, on risque de faire atteinte à la mixité sociale, qui est qu'au fait, un très grand atout de la Suisse. Comparer la Suisse avec certaines banlieues françaises, on n'a pas cette notion de ghetto. C'est une force de l'économie suisse et c'est aussi une garantie du bon fonctionnement de notre démocratie. Donc voilà la situation telle qu'on peut la voir, en tout cas partiellement, en prenant un tout petit peu de hauteur. Alors, quelles sont les causes ? La première chose à faire, c'est que si on veut proposer des solutions, il faut avoir un bon diagnostic. Et on a eu des chiffres très, très intéressants dans les deux présentations précédentes. Et je vais reprendre encore une fois, sans avoir bénéficié de ces présentations, puisque je ne les avais pas vues avant vous. Voilà les causes du côté de la demande. Évidemment, c'est la croissance de la population. On n'a fait parler que de ça presque ce matin. Donc, l'immigration économique et le problème des réfugiés. Les deux sont mélangés, je ne vais pas faire la distinction. Évidemment, croissance de la population. Mais aussi mentionner l'augmentation de la surface occupée par personne. Et les chiffres là, qui ne sont pas les miens, je les ai pris, voilà, je les ai trouvés comme cela, mais je pense qu'ils sont fiables. Mètres carrés par personne pour la Suisse. 27 mètres carrés par personne en 1970, 34 en 1980, 46 en 2012, 46,5 en 2022. Donc ça continue à augmenter, pour des raisons un peu différentes. Jusqu'en 2012, c'était la taille des logements. Après 2012, c'était plutôt la diminution de la taille des familles qui n'est pas accompagnée d'une diminution parallèle de la taille des logements. Donc on a je crois que c'est important cette deuxième plan. C'est-à-dire que ce n'est pas que la croissance de la population, c'est qu'on consomme plus d'espace. Et pourquoi est-ce qu'on consomme plus d'espace? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est anormal? Et la réponse est non. Le logement est un bien de luxe. Alors, attention, c'est une dénomination que nous utilisons en économie. C'est-à-dire que c'est un bien dont on achète plus quand on devient plus riche. Il y a des biens, quand on devient plus riche, on achète proportionnellement moins. Il y en a, quand on devient plus riche, proportionnellement plus. Le logement, c'est un bien de luxe. Quand on est plus riche, on veut en avoir plus. C'est une tendance, c'est mondial. Et qu'est-ce qui se passe avec cela? Ben, évidemment, on a vu la hausse du niveau de vie moyen, donc on veut plus d'espace. Est-ce que c'est un problème? Jusqu'ici, je dirais non, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a une pénurie, c'est quelque chose de transitoire, on va avoir un rationnement par les prix, comme ça a été mentionné. Si on veut plus et que l'offre ne suit pas, les prix vont augmenter. Les prix qui augmentent, ça va faire que ça va modérer la demande, ça va stimuler l'offre dans la mesure du possible. Pourquoi se préoccuper? Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une externalité pécuniaire. De nouveau, un terme économique abstrait du jargon, mais qui dit simplement c'est que les bas revenus ne peuvent pas suivre. C'est-à-dire que même si l'augmentation du revenu par habitant il est proportionnelle, si les bas revenus ont augmenté autant que les hauts revenus, l'augmentation du prix du logement, qui est plus que la proportionnelle aux revenus,
les hauts revenus vont pouvoir se le payer, même s'ils vont peut-être un peu rationner la taille de leur logement. Les bas revenus ne vont pas pouvoir se le payer, d'où les perceptions que nous avons vues. Donc il y a bien une justification pour une intervention. Derrière le voile de l'ignorance, en économie, nous maximisons le bien-être social, nous prenons l'intérêt collectif. Le marché, par définition, fonctionne dans bien des cas, mais dans certains cas, il ne peut pas fonctionner, il faut des interventions. C'est peut-être iconoclaste, ce n'est pas bon à entendre, mais c'est une réalité. Il y a une externalité pécuniaire, il y a matière à intervention. Et puis, il y a quand même aussi la spéculation. On n'a pas trop parlé jusqu'à présent, et peut-être que moi, je suis trop influencé par ma situation géographique. J'habite à Puy. Vous connaissez Puy? Puy, c'est de l'autre côté de Lausanne. C'est des régions où on se retire du centre de Lausanne pour aller habiter à Puy. Je crois que maintenant, on se retire du centre de Puy pour aller habiter encore plus loin. Mais enfin, voilà. Et puis, moi, je suis frappé, dans ma commune, de voir le nombre de logements de très haut standing qui sont vides 365 jours sur 365. Pourquoi ? Mon interprétation, mais je suis un économiste généraliste, je ne suis pas un spécialiste, mais je suis intéressé de voir que ce qu'on parle par exemple des résidences secondaires dans les centres, mais il y a une observation, c'est que investir dans la pierre helvétique, ça a été, dans les 25 dernières années, un investissement magnifique. Je ne sais pas ce que conseille la Banque cantonale de Genève à ses investisseurs étrangers, mais c'était difficile à battre. Pourquoi ? À cause de la force du franc suisse et à cause des prix de l'immobilier. Et donc, moi je pense, mais c'est une hypothèse, que nous avons une série de bâtiments dans des zones extrêmement favorables de nos communes qui sont là simplement comme préservation de valeur, comme gardien de valeur pour des spéculateurs. Je ne suis pas contre la spéculation en général. J'ai fait ma thèse d'économie il y a très longtemps sur les problèmes de spéculation. La spéculation, c'est très bien, mais ça a des effets négatifs et il faudra peut-être prendre ça en compte. Ça, c'était les causes du côté de la demande. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà celles que j'ai répertoriées dans ma grande ignorance. Les causes du côté de l'offre. Évidemment, c'est la protection de l'environnement, la lutte contre le mutage du territoire. C'est comme ça que moi je mets les restrictions. Donc on doit restreindre, on ne doit pas étaler, il faut garder de la verdure, il faut préserver la biodiversité. Il y a des restrictions, ces restrictions, elles sont là, mais évidemment, ça restreint l'offre, et donc on est d'accord que ça intervient dans la problématique de la pénurie. Et puis il y a le NIMBY. Je crois que tout le monde connaît le NIMBY, Not in my backyard. C'est-à-dire, je veux bien qu'on fasse des tas de choses pour la société, mais pas chez moi. Je veux bien, en particulier, on pourra en parler peut-être plus, qu'on élève les bâtiments, ce qui me paraît être quand même la solution la plus évidente lorsqu'il y a une pénurie de logements, peut-être de construire un petit peu plus haut, un étage plus haut. Dans tous les bâtiments de la ville de Genève, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pénurie. Mais c'est une hypothèse. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, vous allez augmenter d'un étage là juste où ça va me bloquer la vue. Donc je vais faire objection. NIMBY, l'individu, et je prends cet exemple-là, l'individu surprotégé aux dépens du collectif. Et puis là, j'ai vu effectivement, mais c'était cité sans les chiffres, que les taux d'approbation des demandes de permis de construire pour des logements pour la Suisse est passé de 83,4% en moyenne des 20 dernières années à 70%. Donc ça devient de plus en plus difficile de le construire. Et là, on peut... Autant je vais défendre le premier parti, le premier point, autant le deuxième point, je dis, là, il y a une faiblesse de la démocratie. Il y a un problème. Il n'est pas facilement résoluble, mais il y a un problème. Donc, voilà. Très simplement, voilà un diagnostic. Je serais très intéressé d'être contesté dans ce diagnostic, de le voir complété, mais inévitablement, évidemment, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Et encore une fois, cette inadéquation, le marché peut le résoudre, les prix vont augmenter, ça va rationner, mais il y a une externalité dont il faut qu'on se préoccupe. Alors les solutions, je ne sais pas combien j'ai d'anciens étudiants dans la salle, j'en ai quelques-uns certainement, parce que ça arrive toujours. Econ 101, premier cours d'économie, qu'est-ce qu'on dit ? Premièrement, est-ce qu'on peut laisser faire ? Je l'ai déjà mentionné, jusqu'à un certain point, mais l'externalité, dès qu'il y a une externalité, la réponse est il y a matière à intervention.
le marché ne va pas résoudre le problème. Okay, donc, pur laisser-faire, certainement pas. Il faut freiner la demande, pareil, une possibilité. Il faut augmenter l'offre, c'est une autre possibilité. Il faut peut-être faire un peu des deux. Qu'est-ce qu'on dirait en cours d'économie? Il ne faut surtout pas d'action directe sur les prix. C'est important parce qu'on dit le problème, j'aurai une citation dans un moment, le problème c'est quand même les prix. Hein, s'il n'y avait pas les prix, il n'y aurait pas ce problème d'externalité. Et pourtant, donc, la première réaction, c'est de dire on va faire pression sur les prix. Et c'est ce qu'on voit, hein, d'une manière plus ou moins directe, un peu partout. Et pourtant, ça va à fin contraire. Ça, c'est vraiment le premier cours d'économie. Ça va à fin contraire, parce que si vous faites pression sur les prix, prix plus bas, vous stimulez la demande, prix plus bas, vous freinez l'offre. C'est juste l'inverse de ce qu'on veut faire. Il faut freiner il faut brider cette tendance à aller à fin contraire. Il faut travailler sur la demande, stimuler, la freiner, il faut travailler sur l'offre, l'augmenter, mais il ne faut pas intervenir directement sur les prix, sinon vous arrivez à faire exactement le contraire de ce que vous voulez atteindre. Alors, quels sont les leviers pour agir sur la demande? On en a déjà mentionné l'un ou l'autre. Première chose que je veux dire, et voilà, je ne peux que vous décevoir, la politique monétaire, le taux d'intérêt, évidemment, ça n'a rien à voir là-dedans. Donc, oubliez le banquier central. Il ne peut rien vous dire dans ce cas-ci. Les taux d'intérêt, c'est quelque chose de conjoncturel à court terme. Ce n'est pas ça qui va intervenir dans la solution du problème qui est devant nous. Restreindre la croissance de la population. On en a déjà parlé. Politiquement incorrect, certainement. Enfin, pas pour tous les partis. Une Suisse à 10 millions. Ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce territoire-là. Je pense que le problème de ça, c'est que la Suisse a 10 millions, la croissance de la population suisse, l'immigration, c'est le résultat de certaines conditions. À freiner par une barrière, c'est presque comme mettre un cap sur les prix. Ça me paraît extrêmement difficile, notamment si les conditions restent les mêmes, il faudra que la barrière soit de plus en plus haute. C'est comme un peu les barrières de Trump à la frontière du Mexique, de plus en plus hautes parce que les pressions vont être de plus en plus fortes. Mais voilà, je ne veux pas aller plus loin dans cette histoire, c'est trop dangereux en termes politiques. Abandonner la croissance exogène, ça c'est quand même quelque chose de plus intéressant. Parce qu'après tout, on a vécu en Suisse dans la perspective d'attirer des entreprises pour développer notre croissance économique. On attire des entreprises, mais ça veut dire qu'on stimule la demande de travailleurs, et puis les travailleurs, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. En général, ils viennent de l'étranger aujourd'hui, parce qu'on est au plein emploi. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter la croissance exogène, je dis que ça mérite quand même d'être réfléchi. Ça mérite d'être réfléchi, et ça ne peut pas être réfléchi dans l'immédiat, parce que si on arrête la croissance exogène, ça a des tas d'autres conséquences. Donc je ne suis pas en faveur d'arrêter la croissance exogène, ne me trompez pas, je pense que c'est quelque chose qui doit être réfléchi, et c'est évidemment, ça a un impact sur la croissance de la population. Voilà, après je vais en dire un petit peu plus sur les autres solutions, donc je fais la liste ici, freiner la spéculation étrangère, j'en parle dans un moment, mieux répartir le logement et les emplois, encourager la décentralisation. Ça, je rejoins un tout petit peu le descriptif du professeur Lerch. Il y a ce qui se passe et il y a ce qu'on pourrait influencer éventuellement. Tendre vers plus de sobriété dans les espaces habitables. Vous voyez que c'est une manière très jolie de dire on va diminuer les tailles des appartements, mais voilà. Et puis vers une meilleure adéquation entre la taille des logements offerts et la taille des logements demandés. Ok, voilà. Quelque chose. Voilà. Allons-y un par un. Freiner la spéculation. Puis je mets étrangère, parce que si je dis spéculation étrangère, ça fait beaucoup moins mal. Il n'y a personne qui va se plaindre si on va freiner la spéculation étrangère. Il est clair que ce serait quand même bien de mieux utiliser le construit. Si on construit quelque chose, autant que ce soit utilisé. Construire quelque chose qui n'est pas utilisé dans la situation actuelle, c'est quand même dramatique. Encore une fois, je ne connais pas la situation à Genève, et je n'ai même pas des statistiques pour l'ensemble de la Suisse. En tout cas, je pense que c'est une possibilité de début de solution, peut-être très très partielle, mais je dirais qui ne coûte pas grand-chose. Diminuer, donc, il faut éliminer le coût social d'un grand appartement luxueux et vide sur la durée. Ce dont je vous dis que je vois appui régulièrement.
Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer la rentabilité de la spéculation. Et je pense que le levier idéal, plus que des interdits qui d'abord seraient contraires sans doute à des évolutions qu'on en a adoptées, en tout cas dans le contexte de nos relations avec l'Europe, mais ce serait d'utiliser la fiscalité, qui serait d'ailleurs une très bonne manière de donner plus de moyens à nos communes. Je sais qu'à Genève, vous n'avez pas de problème, mais ailleurs dans la Suisse, on en a. Avoir plus de moyens dans nos communes avec une fiscalité qui est une fiscalité optimale. Et donc voilà, pourquoi pas réfléchir à une surcharge en impôt foncier sur les propriétés secondaires déductibles du revenu locatif. Donc si la propriété secondaire est utilisée et qu'elle est occupée, il n'y aurait pas de problème. Mais une propriété secondaire non utilisée serait taxée, aurait une surcharge sur l'impôt foncier. Je suis un ignare, je ne connais rien au domaine. Vous prenez ça avec des pincettes. Mais enfin, je pense qu'on pourrait réfléchir dans cette direction-là à diminuer la rentabilité de la spéculation sur l'immobilier. Quelqu'un qui n'aime pas ça, hein, mais bon. Alors, mieux répartir logement et emploi. Là, c'est un petit peu périphérique, en tout cas par rapport aux problèmes genevois. Mais il est vrai qu'un autre atout de la Suisse, hein, c'est la décentralisation. Par rapport à des pays où il y a une énorme urbanisation, il ne se passe plus rien dans les pays, les pays sont des déserts, à part dans quelques centres, la Suisse a une vie active qui fournit des emplois, qui fournit des logements à peu près partout. Le cas extrême, j'ai mentionné Yverdon, où j'ai des tas d'amis qui ont déménagé de Lausanne à Yverdon et qui me jurent que Yverdon, c'est absolument magnifique. Voilà, très bien. Bulle, qui explose avec des emplois à la clé, notamment des emplois d'entreprises genevoises, n'est-ce pas? Mais tout ça est très bien. Et Brigue, évidemment, qui est l'exemple, qui est une Brigue, qui est une ville qui... C'est extraordinaire sur le plan économique. Si vous regardez en comparaison internationale, c'est absolument extraordinaire, ça doit être préservé, et évidemment, ça soulage quelques centres extrêmement concentrés, comme Zurich et Genève, et peut-être Lausanne. Donc je pense freiner le tout à la ville est une bonne idée, et je crois qu'il faut garder ça à l'esprit dans cette perspective et puis dans l'absolu. Voilà. Alors, plus de sobriété dans l'habitat. Là, c'est plus compliqué, hein, parce que, voilà, je reprends des chiffres, et puis tout ça de mon collègue Philippe Talman à l'EPFL. En se basant sur les surfaces occupées par personne en 1990, on pourrait loger les 10,4 millions d'habitants prévus pour 2050 avec le parc immobilier actuel. La croissance de la population, ce n'est pas un problème, du moment qu'on se serre un petit peu. Et qu'on revient aux surfaces qu'on avait l'habitude d'utiliser en 1990. La surface d'habitation a augmenté de 87% en 1980 et 2020, alors que la population n'a cru que 37%. D'une certaine manière, on peut conclure que le problème, ce n'est pas la croissance de la population, c'est la croissance de notre désir de logement. Et ça peut se contrôler. Il est clair qu'une des solutions, encore une fois, la solution naturelle, c'est le rationnement par les prix. Les prix vont faire ça tout seuls, si on continue sans intervention. Mais qu'est-ce qui se passe avec les revenus les plus bas et cette problématique que j'ai soulevée d'externalité pécuniaire, c'est qu'il faudrait quand même, si on ne bride pas ce désir de plus grands logements pour tout le monde, ça a un impact sur les plus vulnérables qui vont être totalement freinés, empêchés d'habiter dans certains endroits, et donc il y a encore une fois une externalité. Alors comment est-ce qu'on peut aller dans la direction de moins de surface par personne? Il y a toute une direction dans laquelle on peut aller, c'est l'économie du partage. Il y a des notions de dire, il y a des choses qui se posent dans nos maisons qu'on pourrait se partager. Par exemple, la chambre additionnelle pour les amis. On sait que je crois que c'est une réflexion assez générale. Plus généralement, je vais simplement répéter que la taxe fiscale, la taxe foncière est une bonne chose et que pourquoi pas réfléchir à une taxe foncière qui serait progressive en fonction de la surface occupée par personne. Je crois que c'est vraiment iconoclaste, mais pourquoi pas, en tout cas, freiner, rendre plus cher des appartements qui sont particulièrement grands pourrait être une solution. Puis je m'aperçois que je parle trop lentement, il faut que j'aille plus vite. Donc voilà, mieux adapter la taille des logements offerts à la demande. J'ai moins
à dire à cela, mais la question qui se pose quand même, c'est que dans une situation de pénurie, est-ce qu'on peut garantir que le marché va cibler correctement la taille des appartements et le standing des appartements? Et je crois je n'ai pas de théorème que je peux utiliser là pour me rassurer. Et j'ai plutôt tendance à penser que si les zones à construire sont très rares, il y aura peut-être une présomption que quand on en trouve un, on va construire des logements de super luxe, j'exagère, de luxe, pour favoriser une certaine classe de la population, alors que c'est l'autre classe de la population plus faible, qui est un problème. Et donc, je pense que la question se pose de savoir s'il y a maintenant, vous me direz que la réponse elle est déjà un peu là, dans les initiatives publiques pour favoriser les logements subventionnés, etc. Et donc, je crois que simplement, je suggère ici qu'il y a une bonne raison économique d'aller dans cette direction-là. Puis, peut-être pour mécontenter une autre partie de l'audience, je veux dire que, voilà, est-ce que les mesures de protection des locataires ont des effets pervers? Et puis, la réponse est oui, à l'évidence. Donc on a fait énormément pour protéger les locataires. Le résultat, c'est que les occupants de longue durée sont avantagés par rapport aux nouveaux arrivants, et donc ça limite la mobilité, une mobilité insuffisante en réaction à la diminution de la taille des ménages. Donc, je prends là voilà, le président de l'Avloca, dont je ne vais pas dire le nom. Le grand problème de la pénurie, la hausse des loyers. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut travailler sur les loyers. Sinon, on a exactement le mauvais instrument. Donc, l'initiative pour plus de contrôle des loyers qui va être lancée, il faut absolument, dans ce système-là, lutter contre les causes et pas les symptômes. Bon, je continue. Agissons sur l'offre. Étendre les surfaces constructives, je balaye. Je pense qu'il faut la protection de la biodiversité, la protection du paysage. Je pense qu'il faut s'en tenir à ça. Vous me direz, il y a des gens qui vont dire qu'il faut changer la LAT. Je ne suis pas de nouveau un spécialiste, mais a priori, je pense que ce n'est pas dans la bonne direction. Par contre, brider le NIMBY, donc faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre la protection de l'individu et les intérêts du collectif. Donc le NIMBY, c'est un signe d'une démocratie qui n'est pas performante. Alors, c'est subjectif quand je dis cela. Je crois qu'il y a quand même un sentiment qu'il y a trop de protection. Donc il y a un déséquilibre entre protection de l'individu et intérêt du collectif. Il faut trouver une manière à renforcer la démocratie pour aller au-delà. Ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, même si on se cache derrière le voile de l'ignorance et à l'abri des idéologies. Et puis je termine, mais finalement je serai dans les temps, par deux observations périphériques. De nouveau, pour donner un petit peu de contenu à la discussion, la première question, est-ce qu'il faut favoriser l'accès à la propriété? C'est pas totalement central par rapport à notre discussion, mais on en parle tout le temps. Est-ce qu'il faut... Alors, première observation, je vais donner une observation contraire. La mobilité des facteurs, le fonctionnement du marché du travail, le fonctionnement de l'économie, en fait, s'arrange mieux d'un marché de locataires. Donc, le marché de locataires s'arrange mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de mobilité, il y a plus de facilité de déménagement, il y a plus d'adaptation de l'offre de travail à la demande de travail. Donc, d'une certaine manière, il faudrait combattre le fétichisme de la propriété individuelle. D'accord? Tout le monde est avec moi? Bon. Alors, cela dit, si on veut favoriser la propriété individuelle, je pense qu'il faudrait favoriser des solutions dans lesquelles on sépare la propriété du sol, parce que le sol en Suisse, ça ne va faire que renchérir. J'ai bien peur que les prévisions, toutes les circonstances, les facteurs structurels sont là, de la propriété du construit. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui demande un peu un changement culturel. Par exemple, la direction, c'est évidemment les droits de superficie. Ça demande un changement culturel qui est difficile. Je sais que la firme Coca a essayé quelque chose dans le... Appui précisément, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, de mettre quelques villas en droit de superficie. On me dit que ça n'a pas très bien fonctionné, mais évidemment, ça demande un changement de culture, peut-être aussi un encouragement financier. Et puis, dernière observation, encore une, je répète ce que j'ai dit sur la mixité sociale, c'est un atout, c'est indispensable à une démocratie performante, c'est un atout de l'économie suisse, et là, de nouveau, la situation de pénurie justifie des interventions fortes. La situation est sérieuse, le climat, les limites planétaires, le soutien populaire à notre système économique demandent qu'on y réfléchisse absolument sérieusement. L'enjeu, c'est évidemment préserver le niveau de bien-être de nos enfants.
Pour ce qui nous concerne, je crois qu'on est bon, en tout cas pour moi. Business as usual will not do. On peut pas, il faut être prêt à faire des choses radicales. Think out of the box, vous avez souvent entendu ça, mais ce n'est pas seulement think, act out of the box. Commençons par prendre un café. Merci de votre attention.